D'abord, moi, je ne sais pas pourquoi le président est allé s'expliquer devant la diaspora. Bon, vous allez m'excuser, vous qui pensez le contraire. Après déjà cette sortie de Kaikwamba, la sortie de Mouyaya, la sortie de Julien Palou, pourquoi le président veut encore s'expliquer? C'est-à-dire qu'il n'accorde pas de crédit à ce ministre-là. Ou alors, ils ne sont pas ses émissaires, ils ne sont pas ses délégués, ils ne sont pas ses porte-parole. C'est-à-dire qu'ils ont juste péroré, ils ont soliloqué, mais le président, lui, ne leur accorde aucun crédit. Décryptage sur Kivu Morning Post, toujours la vérité. Félix Antoine Tshisekedi s'est expliqué par rapport à la main tendue qu'il a demandé à Paul Kagame. Il s'est prononcé par rapport à cette question sans tergiverser. D'ailleurs, il a dit, nous allons faire les dialogues, mais pas avec les émissaires des agresseurs. Nous allons revenir sur ces discours, cette sortie médiatique de Félix Antoine Tshisekedi, les dialogues nationaux qu'on attendait en République démocratique du Congo face à la crise. Déjà, la question est taillée. Ceux qui participeront à ces dialogues nationaux sont ceux qui sont capables de dénoncer l'agression. Nous vivons quelle agression exactement? Nous allons faire le point. Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout bienvenue dans cette émission. Nous allons parler de la vie nationale, la vie de la République démocratique du Congo avec Jospin Hangui qui est avec nous sur ces plateaux. Jospin, bonjour et surtout bienvenue. Bonjour Blaise, merci beaucoup. Bonne semaine à vous et à tous ceux qui nous suivent en ce moment de partout à travers le monde. Merci. Nous allons d'abord commencer par ce que Félix Antoine Tshisekedi a dit dans ses forums Global Gateway, c'était à Bruxelles, où il a quand même tendu la main à Paul Kagame. Avant de revenir sur ce qu'il a appelé explication de sa main tendue devant la diaspora, commençons d'abord par cette sortie médiatique. Est-ce que c'était opportun? Merci Blaise. Je vais commencer par rendre hommage aux mémoires des civils congolais qui sont décédés dimanche, hier, dans les affrontements entre deux factions Wazalendo dans le village de Bouimba. Il s'agit de la milice MAC, général autoproclamé Mboura, et la milice Uhuru de notre général autoproclamé Machut, qui se sont opposés hier en pleine journée à Bouimba. Et il y a eu au moins 4 morts et 5 blessés, parmi lesquels un enfant qui a été touché par une balle perdue, je peux le dire ainsi. C'est-à-dire que le conflit reste en tout cas d'actualité dans l'est de la RDC. Bouimba, c'est un village situé dans le groupement de Waalo-Ayungu, en territoire de Walikale et au nord Kivu. Parce que vous parlez des fronts, je vais aussi faire un point. Des gens m'appelaient, surtout des sites Kivu, pour me dire Kibati est entre les mains des forces armées de la République démocratique du Congo. Confondant Kibati de Walikale et Kibati du territoire de Nyiragongo. Ouais, Kibati, il faut dire une dizaine de kilomètres de Goma dans Nyiragongo. C'est pas là où il y a eu des combats le vendredi. C'est Kibati, un village qui est non loin de Kachébert. Là, nous sommes dans le groupement de Louberi, qui est un groupement voisin de Waalo-Ayungu, où on a signalé des affrontements hier. Et il faut dire que Kibati est contrôlé par la 123 depuis le mois d'avril jusqu'à cette heure où revendiqué le vendredi par les lycées rénovés de Guidon. Où nous parlons, le source de Kibati confirme que l'F-123 est toujours en place. Il y a eu des tentatives de Wazalendo de déloger l'F-123 de la colline de Kibati, mais sans succès. Il y a quelques villages autour de Kibati qui ont été occupés pendant 2 jours. Par des éléments de Wazalendo en coalition dans cette zone, appuyés par les forces armées congolaises. Mais jusqu'à présent, Kibati est contrôlé par la 123. J'ai lu ce matin certains confrères parler d'un retrait ou d'un repli des Wazalendo. La question est de savoir mais pourquoi le Wazalendo s'est replié. Eux qui n'ont pas respecté le cessez-le-feu, eux qui avaient déclaré qu'ils n'étaient pas concernés par le cessez-le-feu, pourquoi ils se seraient retirés? C'est-à-dire que il y a eu beaucoup de mauvaises informations ou de fausses autour de Kibati. Nous avons réussi à contacter des sources là-bas parce que c'est une zone aussi où il n'y a pas de connexion. Mais quand même, nous avons réussi à contacter un chef local qui nous a confirmé que ces villages-là étaient toujours contrôlés par la 123 jusqu'à Très bien. matin. On parle maintenant de cette main tendue face à la crise, face au conflit qui continue à l'est de la République démocratique du Congo. Félix quand même s'est montré pacificateur face à Paul Kagame pour dire nous avons besoin, moi et vous, de faire la paix. Mais la paix de braves.
Et c'était opportun dans ces forums d'en parler. Déjà, il faut dire que la demande en soi n'est pas mauvaise. Si vous demandez la paix, si vous ne commettez pas un péché, demander la paix, c'est bien. Mhm. Mais où demander la paix et quand? Parce que déjà, Félix Tshisekedi et Paul Kagame venaient de plusieurs discordes, d'une série de désaccords. Vous allez vous rappeler que depuis Luanda, depuis Nairobi, depuis le Qatar, les deux chefs d'État ne s'accordaient pas. Et même à Washington, ça ne Et à un marchait moment pas. donné, Félix disait qu'il allait rencontrer Paul Kagame au ciel, qu'il n'allait jamais, qu'il lui dira en face qu'il Mhm. cesse de tuer en RDC. Et je pense que ce que Félix a dit beaucoup, reste sur la partie où il a tendu la main. Mais avant, qu'est-ce qu'il a dit? Mhm. Avant, il a demandé à Paul Kagame d'aller instruire aux rebelles du M23 de cesser avec les hostilités. Donc, il a chargé Paul Kagame devant le forum d'être le patron de la F-123. Ce que Paul Kagame, le président rwandais, n'a pas, en tout cas, gobé. Il n'a pas tardé à réagir. C'est-à-dire que le président Félix Tshisekedi a dit haut et fort devant tout le monde qu'il n'avait pas d'attitude belliqueuse devant le Rwanda, qui n'a jamais fait de déclarations Après avoir fait houleuses, mais sur place, une attitude belliqueuse. sur place, il a tenu des propos qui ont lésé le Rwanda, Mhm. en affirmant que c'est le Rwanda qui entretient la F-123 et que le président avait le pouvoir d'instruire aux troupes de la F-123 d'arrêter les hostilités, d'arrêter les combats et de se retirer. C'est-à-dire qu'il était en train d'accuser Kagame devant la face du monde. Donc, en communication politique et stratégique, Blaise, si Paul Kagame donnait un écho positif à cette demande, ce qu'il dit, si il réagissait positivement, c'est-à-dire qu'il aurait accepté Mhm. toutes les accusations qui ont précédé cette main tendue. C'est-à-dire que le président Paul Kagame aurait accepté de tout porter sur sa tête. Mhm. Et voilà qu'il avait déjà bien maîtrisé son La réponse immédiate du Rwanda, qui parle de juste une comédie politique. Bah, c'est trop dur quand même ces propos, mais si on restait sur les évidences et sur les faiblesses, on venait d'assister à un rétropédalage, ce qui est dit à Washington, le 3 octobre de ce mois. C'est-à-dire que c'était juste une semaine ou quelques jours avant. La délégation congolaise a accepté, a approuvé l'accord sur une coopération régionale dans l'est de la RDC, parce que je l'avais dit et je le répète encore que l'accord de Washington ne consistait pas en un cadre qui vient demander à l'F-123 de cesser les hostilités ou de déposer les armes. Il n'y avait pas un seul chapitre qui traitait la question de l'F-123 à Washington. D'abord, le premier accord a été des coopérations régionales accepté par Tshisekedi qui avait envoyé sa délégation, mais aux dernières nouvelles, il avait refusé à son équipe de signer cet accord. C'est-à-dire que les deux parties venaient d'aborder cette autre discorde à Washington. Maintenant, le président vient dans un cadre qui n'est pas approprié. C'est ça le problème. Si nous restons sur la forme, il est venu à ces forums-là, le Global Gateway, qui parle des investissements en Afrique. Plus de 36 milliards de dollars, plus de 36 milliards, d'euros étaient déjà destinés aux investissements en Afrique. Et le président, avant d'échanger des discours, avant d'aller un peu à côté, de taper vraiment un peu à côté, il commençait déjà à vendre les potentiels de la RDC avec les corridors de Lobito, avec autant de solutions. Aujourd'hui, la RDC se présente comme un pays solution sur plusieurs plans. Blaise, commençons d'abord par le minerai stratégique que détient la RDC. Place le pays comme une solution mondiale sur la fabrication des batteries et de plusieurs appareils, même les téléphones que nous utilisons tous. Donc, avec ces minerais stratégiques, avec le coltan dont nous détenons 60% de la réserve mondiale, avec la forêt équatoriale qui est la deuxième plus importante après l'Amazonie, nous permettons au monde de respirer.
avec le corridor de Lobito, avec les eaux, les ports en eau profonde de Banana, la RDC a beaucoup d'arguments à faire prévaloir à l'occasion de ces forums. C'est-à-dire qu'il y avait, en tout cas, beaucoup à dire au niveau de la RDC. Maintenant, il a commencé d'abord par faire cet exposé-là avant de surprendre tout le monde par ses discours. Et tenir le forum en témoin, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'a plus confiance en la médiation des États-Unis d'Amérique. Il n'a plus confiance à la médiation du Qatar. Comme tous les Congolais, peut-être lui aussi il observe que ça n'avance pas. Peut-être il a remarqué avec retard que l'accord de Washington, que le processus de Washington ne va pas régler la question du M23. Peut-être qu'il a remarqué avec les retards qu'il fallait qu'il implique aussi l'Union européenne. Parce qu'à un moment donné, l'Union européenne s'était sentie exclue. Vous avez suivi les déclarations de Maxime Prévost, qui est le ministre des Affaires étrangères de la Belgique. La Belgique qui est le carrefour européen diplomatique. C'est-à-dire qu'à travers Maxime Prévost, nous avons tous senti, nous l'avions dit encore sur ce plateau, que l'Union européenne s'était sentie écartée dans la résolution de la crise qui opposait la RDC et le Rwanda. Et d'abord le F-123, parce que c'est deux crises différentes, même si beaucoup de Congolais ne vont pas l'accepter ainsi. On va parler de cet aspect. C'est vraiment deux crises. Oui, face à ces forums, le forum est tenu en témoin. Et après, il dit, je suis venu. On semblerait croire qu'il y avait encore un appel aux sanctions. Je vais suspendre les sanctions pour faire la paix. Quelle démarche Tshisekedi veut prendre exactement? Nous allons rester sur les évidences, Blaise. Suspendre les sanctions ou la demande de sanctions, ce n'est pas un fait vraiment alléchant pour le Rwanda. Vous le savez très bien, vous et moi, et tous ceux qui nous suivent, que le Rwanda avait d'ailleurs suspendu ses relations diplomatiques avait sanctionné en son tour avec la Belgique. C'est-à-dire que ces sanctions-là ne font plus peur au Rwanda, sanctionner, ou des sanctions de l'Union européenne, comme vous le savez, combien d'acteurs de F-123 sont sanctionnés, sont sous sanction actuellement de l'Union européenne. C'est presque tous les grands acteurs de F-123, mais ça ne leur empêche pas de se rendre à Doha pour discuter avec le gouvernement congolais. Ça ne leur empêche pas de se rendre de temps en temps à Washington ou à New York pour des événements de grande envergure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces sanctions-là sont restées théoriques et n'impactent pas positivement la résolution de la crise. C'est-à-dire que demander des sanctions, ça fait plusieurs années. C'est depuis 2021 que le président Tshisekedi demande des sanctions contre le Rwanda. Certains pays avaient réagi même positivement. C'est comme la Grande-Bretagne, l'Allemagne également, la Belgique ou la France ont déjà répondu favorablement à la demande de Félix Tshisekedi. Des sanctions tombées ou des condamnations. La France a déjà condamné l'agression, l'Allemagne, la Belgique aussi, la Grande-Bretagne, mais ça ne change pas la situation sur le terrain. C'est-à-dire que la solution est ailleurs et le problème est ailleurs. Mais seulement, les politiciens congolais ne veulent pas accepter humblement que le problème actuellement du 1-23 ne sera pas réglé par ni l'Union européenne, ni les États-Unis d'Amérique qui viennent démontrer leurs limites. Ni le Rwanda. Le Rwanda, exactement, ni le Rwanda ne va pas régler cette question. Parce que si c'était dans le pouvoir du Rwanda de régler cette question, elle serait déjà réglée depuis longtemps. Mais à quel niveau le Rwanda va régler le problème du 1-23 alors que le Rwanda est en train de demander au gouvernement congolais de neutraliser les FDLR. Très bien. Alors, les FDLR n'ont pas de rapport direct avec les revendications de la F-123. Très bien. Une semaine agitée, l'on sait déjà ce que Tshisekedi a dit à Bruxelles. Les samedis, alors qu'il est en train de finir sa mission dans ce pays-là, face à la diaspora. Tshisekedi veut réexpliquer la main tendue. Quand vous parlez d'explication, on commence d'abord par cet aspect. Est-ce qu'il fallait encore revenir sur la main tendue? C'est qu'a dit Félix-Antoine Tshisekedi exactement. Il n'était pas là pour commander la paix, mais pour montrer à la face du monde que lui, il veut la paix au sacrifice de toute autre chose.
D'abord, il ne faudrait pas que la RDC parte en ordre dispersé sur le plan diplomatique parce que nous avons suivi des langages différents. Je vais commencer par la Blaise. Le président Félix Tshisekedi qui parle d'une main tendue, d'une demande de paix, de paix de braves, mais qui est contredit quelques heures après par Madame Thérèse Kaikwamba, qui est la chef de la diplomatie congolaise, dans une interview qu'elle a livrée sur place. Elle a condamné l'attitude, ou elle a déploré l'attitude de l'Union européenne. Elle a parlé d'une incapacité de l'Union européenne à exercer une pression sur le Rwanda. Alors que le président Félix Tshisekedi venait de suspendre les demandes des sanctions. C'est d'abord une contradiction dans la communication diplomatique et ça n'avantage pas le pays. Quelques minutes après, c'est le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, qui veut expliquer ce que le président voulait dire par main tendue à Paul Kagame. Lui aussi qui vient donner une longue explication pour parler d'une grâce. Je ne sais pas si c'est le terme qu'il a dit exactement, mais il a parlé d'une main tendue, de la main tendue comme une mesure de grâce que le président congolais accordait au président rwandais. Et si on analyse très bien l'explication du ministre Julien Paluku, il voulait dire que le Rwanda avait l'opportunité, était en train de marcher sur l'opportunité lui offerte par la RDC parce que sinon peut-être, je ne sais pas si dans les noms dire qu'est-ce qu'il voulait dire, sinon si le Rwanda n'acceptait pas, qu'est-ce qui allait venir, qu'est-ce qui allait suivre, la RDC allait encore appuyer sur l'accélérateur et demander des sanctions. Et après, qu'est-ce qui va suivre? Demander des sanctions, c'est suffisant? Combien de sanctions vous avez demandé et quelle est la situation? Donc, c'est-à-dire que c'est une communication un peu dispersée parce qu'il y a aussi le ministre de la Communication et pour le gouvernement, Patrick Mouyaya, qui a été reçu la même soirée par Israël Mutombo à Bossolona Politique pour lui aussi expliquer que le président Félix Tshisekedi avait commencé sa main tendue depuis bien longtemps. Est-ce qu'ils étaient bien placés pour qu'il avait ça? Commencé par d'ailleurs régler la question, le conflit entre Museveni et Paul Kagame et que le Rwanda avait déclenché les hostilités à Bunagana pour empêcher les projets de construction de la route qui quitterait Bunagana, Goma-Bunagana jusqu'en Ouganda. Il est venu avec d'autres explications et la question que les observateurs avérés se posent, est-ce que le président n'a pas un cabinet? Il a son directeur de cabinet, il a une porte-parole, c'est à eux d'expliquer les propos du président et pas aux ministres. Les ministres doivent se concentrer chacun sur son secteur. Est-ce que mon secteur marche bien? Mais pas venir comme le faisait Jean-Pierre Bemba, faire des tournées où vous expliquez la vision chef de l'État, la vision politique, le positionnement politique du président face à ce que vous qualifiez d'agression, alors que votre secteur ne marche pas. Le secteur des transports avec des naufrages. Aucun député n'en parle, je ne sais pas si c'est un mot d'ordre qu'on leur a déjà donné. Il y a des naufrages où des centaines de populations congolaises meurent, on n'en parlait pas. La tragédie au niveau de l'aéroport d'Njili, où le président était sur le point de laisser sa peau à Njili, on n'en a pas parlé. La coupure d'électricité, les embouteillages à Kinshasa, les problèmes de route, vous avez suivi aussi les scandales avec les trains usés qui ont été achetés par le gouvernement congolais et puis déployés sur quelle infrastructure. Vous avez vu que c'était la honte quand vous avez vu les infrastructures dans le Congo central, comparé à la Tanzanie et à d'autres pays. Mais on n'en parlait pas, mais on voit des ministres qui s'érigent en porte-parole du président. Je ne sais pas s'ils auraient participé à la rédaction du discours en question. D'autres parlent d'improvisation du président pour qu'il vienne avec exactitude nous expliquer, nous l'opinion congolaise, qu'est-ce que le président voulait dire. Le mot agresseur semblait disparaître petit à petit dans le narratif. Dans le narratif. Félix Tshisekedi y est revenu. Nous allons faire un dialogue, mais pas avec les émissaires des agresseurs. Est-ce que n'est pas enfoncer la clou dans la plaie? Bon, avant de répondre, pour vous donner une recommandation, parce qu'on peut peut-être nous traiter d'extrémistes, parce qu'on a juste mis d'analyses et des critiques sans donner des recommandations. La recommandation que je peux donner à la diplomatie congolaise, c'est d'aller en bloc et pas en ordre dispersé.
Donc, parlez même langage. Si le président parlait des mains tendues, Mhm. vous tous, il faudrait que vous parliez des mains tendues. Si le président parlait des mesures de grâce, ou il a parlé des coups de grâce, je ne sais pas. Si le président parle de retrait des demandes de sanctions, il faudrait que Kaikouam aussi revienne sur le même langage. Mhm. Et il faudrait qu'on sache qui communique au nom du gouvernement. Il faut voir en face l'adversaire de la RDC qui est le Rwanda aujourd'hui. Il n'a que Olivier Nduhungirehe comme seul locuteur. Donc, face à Mouyaya, c'est Olivier qui répond. Face aux allégations du président, c'est Olivier qui répond. Face à Thérèse Kaikouamba, c'est Olivier qui répond. Face à Blackwater de Jacques Chaban, c'est Olivier qui répond. Et on sent qu'au Rwanda, quand même, il y a une certaine organisation dans la communication diplomatique. Et c'est crédible. Donc, ce qu'Olivier a dit, on peut dire que c'est Kagame qui l'a dit. Parce qu'il n'a jamais été contredit. Mais chez nous, ce que Mouya a dit, il est contredit par Julien Paloukou. Ce que le président a dit, il est contredit par Thérèse Kaikouamba. Et ce n'est pas intéressant. Ça ne donne pas une image de respect à l'international, le président. Donc, nous ne sommes pas... on ne nous accorde plus de crédit parce que chacun vient donner sa part des choses. Maintenant, parlons de... Parce que c'est le sujet d'ailleurs principal. Les dialogues. Du dialogue. D'abord, moi, je ne sais pas pourquoi le président est allé s'expliquer devant la diaspora. Bon, vous allez m'excuser, vous qui pensez le contraire. Après déjà cette sortie de Kaikouamba, la sortie de Mouyaya, la sortie de Julien Paloukou, pourquoi le président veut encore s'expliquer? C'est-à-dire qu'il n'accorde pas de crédit à ce ministre-là. Ou alors, ils ne sont pas ses émissaires, ils ne sont pas ses délégués, ils ne sont pas ses porte-parole. C'est-à-dire qu'ils ont juste péroré, ils ont soliloqué, mais le président, lui, ne leur accorde aucun crédit. Et je ne sais pas pourquoi les présidents... Parce que j'ai l'impression que peut-être ce sont des membres de l'UDPS, de Bruxelles, de la diaspora, qui voulaient rencontrer le président. Sinon, c'est difficile de rencontrer toute la diaspora. Et puis, la diaspora ne vit pas la misère et les aléas de ces conflits. Le président qui ne s'adresse pas, ou qui s'adresse rarement aux Congolais, surtout de l'Est, quand il y a massacre de sang civil, à Lubero ou à Beni, quand il y a massacre de sang civil à Komanda, il a la facilité de s'adresser aux Congolais de la diaspora. Et c'est partout. Quand il va à Genève, quand il est à Londres, il a la facilité de s'adresser à la diaspora. Il oublie que la réalité de la diaspora n'est pas la même au pays. C'est-à-dire que nous pouvons suivre ses propos, ses déclarations devant la diaspora et nous sentir blessés, choqués ou lésés par certaines affirmations qu'il fait devant la diaspora parce qu'il doit adapter son discours à l'auditoire. Donc, le discours qu'il adapte pour s'exprimer à la diaspora peut vexer les Congolais de l'Est qui vivent les conflits. Par exemple, quand il dit que je ne veux jamais dialoguer avec les opposants. À moins qu'on mette des gommes. Les confessions religieuses, la société civile, qualifiées d'émissaires, des agresseurs, cela choque les sensibilités dans l'Est du pays. Parce que nous savons que les opposants impliquent Joseph Kabila, impliquent Moïse Katumbi, impliquent Matata Ponyo, Délice Sanga, Jean-Marc Kaboun. Traiter tout ce monde-là d'émissaires, la condition sine qua non, d'agresseurs, la condition... surtout les prêtres et les pasteurs de l'Église catholique qui ont fait une tournée au pays et à l'extérieur, qui ont mouillé les maillots, qui ont tout fait pour qu'il y ait un dialogue national. Le seul cas d'ailleurs qui va régler ces conflits, les qualifier d'émissaires, d'agresseurs, c'est un langage dur qui peut plaire aux Congolais de la diaspora, mais pas aux Congolais qui sont dans l'Est du pays. Ma dernière question, la condition sine qua non pour participer à ces dialogues, il faut avoir au moins un jour dénoncé l'agression. L'agression que Tshisekedi appelle l'agression rwandaise. Est-ce qu'on n'est pas en train de se rabaisser petit à petit? Moi, tu veux répondre clairement, Blaise, par des évidences. D'abord, dire qu'il ne va pas parler avec les émissaires des agresseurs, alors qu'il discute avec les agresseurs à Doha, c'est une contradiction. C'est paradoxal. Parce que lui, il qualifie le 1-23 des supplétifs du Rwanda, des agresseurs. Parce que selon lui, les agresseurs, c'est le Rwanda. Mais en même temps, il a discuté d'abord à Washington avec l'agresseur principal. Et à Doha, il discute avec ceux qu'il qualifie ou ceux qu'il traite des supplétifs des agresseurs. C'est-à-dire, en gros, il discute avec les agresseurs sur deux processus distincts
distants à Washington et à Doha. Donc, ne pas discuter, ne pas dialoguer avec les opposants parce qu'ils seraient émissaires, ça c'est un faux fouillard, c'est faux. Parce que déjà, ils discutent avec les agresseurs. Demander aux opposants de nommer l'agresseur, qui est le Rwanda selon lui, c'est contradictoire avec le procès qu'on vient de terminer, qui a abouti à la condamnation à Joseph Kabila. Selon lui, selon l'Union sacrée et tout le monde, c'est Joseph Kabila qui est le chef de l'F-123. Alors on va demander encore à Joseph Kabila de nommer un autre agresseur, alors qu'il a été nommé lui comme agresseur, comme le chef de l'F-123. C'est contradictoire, c'est un narratif qui est aussi éparpillé comme le positionnement aujourd'hui de tous les politiciens du régime. C'est pourquoi je vous dis que j'ai recommandé qu'il faudrait que le président forme un bloc communicationnel. Parce que ce que lui-même a dit devant la diaspora, c'est contradictoire ce qu'il a dit au forum et c'est contradictoire au narratif de Kinshasa prôné par Patrick Muyaya. Demander à Moïse Katumbi aujourd'hui de passer à la télévision et de condamner les Rwandais comme agresseurs va changer quoi à la situation au front? Va changer quoi à la vie de la population de Bouimba, de Luké, de Mahanga ou de Kibati? Demander à Dédé Sesanga de passer à la télévision et de dénoncer le Rwanda comme principal agresseur va changer quoi à la vie de la population de Bambo ou de Kishiché ou de Kichanga? Ça ne changera rien du tout. Nous savons tous qu'il a déjà condamné. Lui, il a déjà condamné. Il est déjà passé partout en train de condamner. Maintenant, nous sommes à la phase de résolution de la crise. Nous cherchons la solution. Continuer à accuser, à dénoncer, ça n'a pas apporté de solution. Nous sommes à une phase décisive où il faut se dépasser, accepter de dialoguer avec tout le monde parce que dire que ce dialogue n'aura pas lieu, c'est-à-dire qu'il est en train d'accepter d'aller jusqu'en 2028. Il est en train d'accepter volontiers et il est conscient que la question n'aura pas de solution. La F-123 ne quittera pas Goma jusqu'à 2028 pour qu'il quitte peut-être le pouvoir et laisser à quelqu'un d'autre la charge de résoudre cette question. Ça c'est un aveu d'échec. Très bien. C'est un aveu d'échec et refuser en tout cas la main tendue aussi des prêtres. Parce que là, il est en train de refuser la main tendue des prêtres, de la société civile et des opposants, des autres opposants. Très bien. La crise, si on veut résoudre la crise, il faut parler avec les acteurs de cette crise. Nous savons ceux qui occupent la partie est de la République démocratique du Congo. Nous savons ceux qui se battent au front. C'est avec eux que nous devons résoudre la crise. Nous devons prendre cette question au sérieux parce qu'il y a des Congolais qui souffrent. Il y a des populations qui meurent tous les jours, hein, d'ailleurs, dans la partie est du pays. Et il faut que ça finisse. Arrêtons d'être un peu complaisants lorsque nous traitons la question de l'Est de la République démocratique du Congo. Messieurs, dames, merci d'avoir suivi Kivu Morning Post et à la prochaine.